Bonsoir à tous. Bienvenue sur le plateau d'Equinox Soir. Abba Sadou, ministre délégué à la présidence chargé des marchés publics, veut faire gagner 12 milliards à l'État du Cameroun et il dit ceci. Ce n'est pas parce qu'il y a urgence sur la Coupe d'Afrique des Nations masculines de football qu'on va dilapider la fortune publique. Vous ne savez pas les sommes importantes qu'on va faire gagner à l'État en allant jusqu'au bout du processus d'appel d'offres. Son collègue des travaux publics, dans une correspondance, dit ceci. Je me permets de solliciter une autorisation spéciale pour passer un marché irrélatif pour la procédure de gré à gré suivant l'article 109 du Code des marchés publics. Pour l'exécution des travaux avec le groupement d'entreprises BC Razel Cameroun pour un montant de 42 milliards 865 millions 500 000 francs CFA et un délai de 24 mois dans un démarrage immédiat, dit Emmanuel Ganou Djoumessi. Gré à gré ou respect de procédure d'appel d'offres, passation de marché public, le cas de la route, pont sur la Dibamba, stade de Japoma. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Passation de marché public, le cas de la route, pont sur la Dibamba, stade de Japoma, c'est le fait du jour. Et pour en parler, je suis avec Camille Ateba. Bonsoir. Bonsoir Serge et merci de m'avoir convié à cette grande kermesse intellectuelle. Je me réjouis d'être parmi vous et je suis véritablement ébloui par la beauté de vos infrastructures. Donc je dis bonsoir aux co-panélistes et en studio et une fois encore merci de m'avoir convié. Vous êtes enseignant? Oui, c'est ça. Ok. Jean Sémé, bonsoir. Bonsoir à vous, monsieur Otto. Bonsoir à mes copanélistes et à tous les sympathiques téléspectateurs qui nous regardent une fois de plus dans le cadre de votre émission. Vous êtes journaliste? Tout à fait. Et à côté de vous, lui on le connaît déjà, un visage très connu, Wilfried Kanga, bonsoir. Bonsoir et merci encore de la plateforme. J'espère que l'échange, comme d'habitude, sera fructueux pour ce soir. Voilà, Wilfried Kanga, vous êtes analyste politique, c'est bien cela? Vous le demandez chaque soir. Oui, mais vous touchez un peu à tout, c'est ce qu'on veut. C'est le rôle d'un analyste politique, c'est un analyste de la société. Oui. Et la société étant la mosaïque de tout ça, un analyste, c'est celui qui s'occupe justement de tous ces éléments. Voilà, je commence par vous. Qu'est-ce qu'on entend par le concept de gré à gré? Dites-nous, en des termes simples. Disons qu'il faut contextualiser le contexte de gré à gré. En tout cas, c'est en quelque sorte le contrario de gré ou force. Donc, deux parties s'entendent, font un arrangement sur un élément, un projet, une initiative. Et voilà, on élabore ce qu'on appelle le juste milieu, où aucune partie ne se sent lésée. Mais évidemment, il faut après contextualiser et se demander si dans le cadre des travaux publics sur l'infrastructure de la Cannes 2019, le concept élaboré par le ministre des Travaux publics est la meilleure solution. Est-ce qu'il fallait cet arrangement-là tout azimut dans un contexte d'urgence parce que les délais sont très courts, parce qu'il reste un an, ou alors il fallait, comme l'a suggéré son homologue délégué à la présidente, il fallait plutôt, justement, il fallait plutôt faire un appel d'offres pour que le Cameroun ait la latitude de choisir l'offre la plus intéressante. Donc il est possible que parfois des éléments qui sonnent très bien, qui sonnent en des termes accord, partenariat, se retrouvent dans un contexte comme celui-ci où il y a quand même le point d'interrogation. De mon point de vue, le Cameroun, on le dit tous les jours sur les plateaux, devrait faire un peu plus, preuve d'un peu plus de sérieux pour gagner de la crédibilité à l'international. Il y a le premier élément qui consiste justement à faire les fameux appels d'offres nécessaires bien avant, quand nous disposons d'encore énormément de temps pour que nous ayons le temps d'étudier chacune de ces offres et que nous prenions l'offre qui nous intéresse le plus.
un exemple concret, puisqu'il s'agit d'une entreprise française, comme suggéré par le ministre des Travaux publics Razel. Les entreprises françaises ont, on va appeler ça la mauvaise habitude de facturer leur infrastructure beaucoup plus cher que d'autres entreprises, et pourtant de les terminer dans des délais beaucoup plus longs, et parfois de demander encore un supplément de facture parce que X ou Y élément n'aura pas suffi à réaliser. Oui, on n'est pas encore au niveau des coûts. On va en parler tout à l'heure. Camille Atiba, le gré à gré, respect des procédures, votre balance, elle penche de quel côté pour vous? Bon, par rapport à l'urgence, hein, pour savoir que l'urgence, c'est la CAN. Bon, d'emblée, je dirais que il y a une mauvaise manière de gérer certaines choses dans ce pays, parce qu'on fait tout pour ralentir des procédures, pour que lorsqu'on est face à des délais, qu'on commence à faire dans une précipitation qui ouvre les vannes comme ça. Donc pour vous, c'était voulu. C'est voulu ça. Au travers de la lecture que nous faisons, puisque cette route faisait partie d'un programme longtemps défini, il était en rapport avec les chantiers inhérents à la CAN. Oui. Alors, on n'est pas surpris, on n'était pas surpris lorsqu'on lançait ce chantier. Ce chantier était déjà préétabli et on savait qu'il fallait qu'il ait lieu pour que nous ayons un accès facile vers le stade. Bon, les gens ont une manière, généralement au Cameroun, de retarder les échéances et puis attendre la dernière minute où rien n'est plus contrôlé et on commence à faire à la va-vite, on ne respecte plus les procédures. Comment voulez-vous qu'un marché public soit réalisé de gré à gré, alors que les normes voudraient normalement qu'on fasse un appel d'offres? Vous voyez donc que il y a même, j'ai l'impression, comme un conflit de compétences entre le ministre délégué à la présidence chargé des marchés publics, qui est responsable de tout ce qui concerne marché public au Cameroun, et le ministre des Travaux publics, qui, à un moment donné, vu la CAN qui est en train de s'annoncer, pense qu'il faudrait rapidement aller en besogne et faire un gré à gré, comme vous l'avez appelé. Et je dis, il faut émettre des réserves quand on parle de gré à gré, parce que les arrangements très souvent développés dans le gré à gré n'ont aucune fluidité, aucune lucidité, et ouvrent donc la porte à tout, bon je dirais ça ainsi, à tout le bordel qu'on peut connaître, toute la cacophonie plurielle qui peut naître, et par conséquent, des voies de corruption et détournement. Jean Semé, pour vous, le gré à gré, il faut respecter les procédures. Pour ce cas-ci, on sait qu'il y a la CAN qui pointe à l'horizon. Le ministre Nganou Djoumessi, il a raison d'avancer cet argument? Écoutez, avant de partager les torts entre le ministre des Travaux publics et le ministre des Marchés publics, il faut d'abord situer le gré à gré dans son contexte. Rappelons que c'est permis par toutes les législations des marchés publics. C'est un principe dérogatoire au principe normal de passation des marchés. Et on l'arrête lorsqu'il y a effectivement une procédure d'urgence ou alors une procédure spéciale de passation de marché public. Donc, c'est connu dans tous les pays. Hein, le ministre le demande. Bien évidemment, c'est une pratique. Autorisation spéciale. Effectivement, c'est une pratique qui est connue pratiquée et connue dans tous les pays. Maintenant, pour revenir au cas de la Coupe d'Afrique des Nations, je partage tout à fait le point de vue de mon copanéliste qui pense que le gouvernement camerounais avait bien évidemment tout le temps d'engager une procédure normale de passation des marchés publics, au lieu d'attendre le dernier moment pour établir un gré à gré qui engage deux parties, c'est-à-dire l'autorité des marchés publics, ou alors le maître d'ouvrage, c'est-à-dire le ministre des Travaux publics, et l'entreprise qui a été choisie pour effectuer ces travaux. Je pense que c'est une sorte de dysfonctionnement qu'on aurait bien évidemment pu éviter dans le cadre des chantiers de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais aujourd'hui, on est à se retrouver à passer par un gré à gré, comme je le disais, qu'on aurait pu éviter. D'où ce conflit, pas de compétences. Il ne s'agit pas d'un conflit de compétences parce que le nouveau Code des marchés publics qui a été promulgué en juin 2018 clarifie nettement les compétences entre l'autorité des marchés publics et l'autorité de passation des marchés publics qui est le ministre des Travaux publics. Mais il y a plutôt un conflit de procédure entre la procédure de gré à gré et la procédure normale qui est défendue par le ministre des Marchés publics et la procédure de gré à gré qui est celle-là qui est défendue par le ministre des Travaux publics. Donc, je pense qu'on est ici face à une incongruité, malheureusement, qui a
libre cours dans notre pays, mais comme il y a un chantier qu'il faut exécuter rapidement, sans toutefois entrer dans le fond même du dossier, il y a un chantier à exécuter rapidement. Je pense que ici, à ce niveau, la procédure de gré à gré est la procédure qui est la même à être exécutée dans l'exécution du chantier de la Coupe d'Afrique. Vous êtes pour le gré à gré? Bien sûr. Bon, entre autres raisons avancées, Wilfried Kanga, par le ministre des Travaux publics, il dit la société, c'est une volonté de renouvellement de la confiance à une entreprise qui connaît bien le terrain. Parce que cette entreprise a travaillé sur la pénétrante Est. Aussi, on parlait de Razel. Razel a réalisé la première phase des travaux. Il dispose d'une carrière sur les lieux. Le matériel est mobilisé et peut commencer le travail sans perdre de temps, installer certaines choses. Oui. Ce sont les arguments qu'il a. Évidemment, ce sont les bons côtés. C'est une observation subjective de la chose. Tous les éléments du monde ont une bonne et une mauvaise, un bon et un mauvais côté, et dans un souci d'objectivité, il faut toujours faire la balance entre les deux. Razel est déjà présent sur place, ils connaissent bien le terrain, oui, ce sont les bons côtés. Mais Razel va coûter cher, Razel n'est pas toujours fiable dans la réalisation de ses 42 projets. milliards. Exactement, et Razel peut s'étaler encore sur une plus grande durée. Les mêmes entreprises françaises qui connaissent très bien le Cameroun connaissent très bien aussi les autres pays africains, d'Afrique francophone notamment. L'exemple que j'ai voulu prendre au début, c'était l'exemple que j'ai même déjà eu à prendre plusieurs fois entre un pays comme l'Éthiopie et la Côte d'Ivoire. J'ai eu la chance en venant au Cameroun de faire une escale en Éthiopie, à Addis Abeba, et il m'est revenu en mémoire l'inauguration du tramway, du premier tramway d'Éthiopie, l'un des premiers en Afrique, il y a quelques années, il y a 2 ans, et il a été construit par justement les entreprises de la China Engineering, les entreprises chinoises qui, pour certaines, sont aussi présentes sur le sol camerounais, en tout cas de plus en plus en Afrique. Et sur un tronçon de tramway de près de 37 km, la Chine a demandé 450 millions à l'État éthiopien et le projet a été réalisé. Il est finalisé depuis 2 ans et les infrastructures fonctionnent tant bien que mal. Dans le cadre de la Côte d'Ivoire et du métro d'Abidjan, lors de la visite du président Emmanuel Macron à Abidjan, il y a eu les mêmes négociations sur un trajet similaire qui était il y a approximativement 38 km et les estimations avant même le début des travaux vont à près de 2 milliards de dollars. Vous imaginez, c'est 4 fois plus cher que les 450 millions que nous avons pour le tramway d'Éthiopie. Et la Chine et la France nous amènent souvent dans la même situation dans le cas du Cameroun, où on voit bien que l'offre chinoise, en plus d'être moins chère, présente une faisabilité sur un intervalle de temps très court et sans forcément des coûts supplémentaires comme on l'a avec l'entreprise française. Alors c'est bien beau de connaître le terrain, c'est bien beau d'être présent depuis longtemps, mais cela ne veut pas dire que les infrastructures qu'on réalise sont toujours de meilleure qualité. Maintenant, il y a un autre volet que l'Afrique, le Cameroun dans le cas particulier, doit aussi regarder et sur lequel il doit insister à long terme, c'est sur l'autonomisation par le Cameroun même de la réalisation de ces infrastructures. Est-ce qu'en 2018, on va continuer à fonctionner comme il y a 60 ans? Lorsqu'il faut une route, une simple route élargie, il faut encore que ce soit une entreprise étrangère. C'est en quelque sorte insulter le génie camerounais quand on sait qu'il y a des têtes pensantes ici qui dès l'enseignement supérieur commence à élaborer de telles initiatives. Je pense à Arthur Zhang et à son élaboration du cardiopathe. Je pense au jeune Arsène Thomas Biolay qui était convoqué par les institutions de la NASA pour son travail sur la fission nucléaire. Il y a ces têtes pensantes-là qui pourraient justement œuvrer à l'autonomisation, à la création de la technologie made in Cameroon, mais qui ne sont pas valorisées. Et à la fin, on se retrouve avec des problèmes comme cela où, lorsqu'on n'a pas pu gérer le concept d'appel d'offres et que les échéances approchent, on prend justement ces termes-là très agréables, comme le gré à gré, c'est-à-dire un accord, un arrangement, oui, mais qui dans le contexte actuel montre un peu l'amateurisme des autorités, puisque c'est fait à la va-vite. Ok. Bon, Camille. Oui, je suis d'accord. On a 2 montants là, sur la table. 42 milliards pour Razel et 30 milliards pour une autre entreprise soumissionnaire, selon le ministre des Marchés publics. Vers où devrait plancher la balance? J'ai entendu parler de Razel ici plusieurs fois. Oui. Et à travers ce que vous développez, il savait que les 42 milliards sont orientés vers Razel. Oui. Vous comprenez, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin d'être un sorcier pour comprendre les motivations peut-être de ce gré à gré. Parce qu'il est plus porteur de l'autre côté qu'au travers d'un appel d'offres. Je voudrais dire ici, Serge, moi je suis embarrassé. Parce que la nouvelle loi des marchés publics qui vient d'être publiée
effectivement ressort tout ce que monsieur Georges Sélin a dit tout à l'heure. Mais cependant, il faudrait véritablement qu'on se montre un peu plus professionnel dans ce pays quand nous faisons des choses d'une portée majeure, des choses qui impactent la vie de la République à court, à moyen ou à long terme. Un marché public ne s'exécute pas de cette façon. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Non. Il y a la CAN là bientôt. Non, je dis ceci. Pour le cas d'espèce, oui, on peut peut-être aller vers cette voie-là, mais il faudrait plus que ce soit ainsi, parce que il me souvient que même lors de la CAN féminine, en 2016, on a eu des situations du genre où on a fait traîner des travaux. Il y a des commissions de la CAF qui sont arrivées, on a tout fait de les amadouer, et puis il y a un mois, 3 semaines de la CAN, vu qu'il y avait des insuffisances au niveau des travaux, on a donc ouvert les vannes, on ne contrôlait plus rien, on sortait des fonds, les gens se mettaient à faire n'importe quoi, et ils ont essayé de maquiller un truc, parce que jusqu'ici, je ne pense pas que le stade de Fandénala soit vraiment à un état où on aurait souhaité l'avoir. J'ai dit, c'est une mauvaise manière de faire. Parlons encore des marchés publics. Nous avons une situation actuellement à Yaoundé, où juste en face de l'hôtel Hilton, il était question d'ériger là l'immeuble siège de l'ART. Les accords étaient déjà arrêtés et la pose de la première pierre était prévue. Mais tout cela a été arrêté d'un coup. Nous apprend-il par la présidence de la République via le SGPR, parce qu'il y avait un problème d'intérêt quelque part. Le mapartisme a envahi l'esprit des Camerounais dans tout ce que nous faisons. Pas d'intérêt, pas d'action. C'est de ça qu'il s'agit. C'est vrai, moi j'ai pas eu conflit de compétences parce que le ministre Abassadou, il est dans son rôle régalien. C'est-à-dire qu'il voudrait que les normes soient respectées. Donc maintenant vous avez donc, je mets ça entre guillemets, un bulldozer des travaux publics qui arrive, il dit non, vu les délais, il faut. Encore que s'il faut véritablement faire un petit bilan de ce ministre des Travaux publics, je ne pense pas qu'il soit aussi réluisant ou alors il soit aussi convaincant qu'on puisse espérer que à travers ce gré à gré, effectivement, cette route sera véritablement celle que nous souhaitons. Allez-y voir les affaissements des routes partout. Allez-y voir, c'est le seul ministre au Cameroun depuis qui a connu le plus grand nombre de soucis routiers dans l'ère du renouveau. Souvenez-vous de l'affaissement de Manaï. Souvenez-vous, je suis arrivé ce matin à Douala, il était impossible de passer par là, vous savez, l'affaissement qu'il y a eu. On était obligé de rebiffer avec le véhicule, aller du côté de Niala, et là-bas c'était encore une catastrophe terrible. On avait l'impression de patauger dans un lac, alors que nous sommes dans un axe routier principal qui conduira vers le stade de Japoma. Mais vous pensez que si véritablement ce ministère était sérieux, un ministère où nous avons l'un des plus grands budgets de la République, nous avons tout un secrétariat en charge des routes, nous avons des délégués régionaux, nous avons des délégués départementaux qui sont à même de remonter un certain nombre de manquements ou d'insuffisances sur nos axes routiers, mais qui ne le font pas. Ils attendent des occasions comme ça pour venir montrer que vraiment il y a précipitation, un gré à gré, ça peut marcher. J'ai dit, il faut arrêter ça. Sérieusement. Jean Sémé, vous êtes maintenant toujours le gré à gré, ça va nous coûter 42 milliards, hein? Écoutez, contre 30 milliards en respectant la procédure. Je comprends parfaitement les coups de gueule de mes copanélistes et je suis parfaitement d'accord avec eux pour dire que ça ne saurait continuer ainsi dans la lenteur administrative. Donc vous acceptez ça parce qu'il y a l'échéance de la CAN, mais après il faut remettre des choses. Bien sûr, on ne saurait continuer dans la lenteur administrative et vous dites donc que pour ce coup-ci, ça doit passer. Et dans les atermoiements. Oui. En l'état actuel de la dépense publique, en l'état actuel des délais de l'échéance que nous attendons, je pense que la meilleure option est l'option de gré à gré. Même si ça sans parler de l'offre. Oui. Je ne parle pas de l'offre. L'offre maintenant c'est rentrer dans le fond du contrat. Oui. Ça ne me concerne pas. Mais je parle de la forme même du contrat. Il faut passer par un gré à gré. Et vous savez que le ministère des marchés publics, c'est un ministère qui est délégué à la présidence de la République. Et l'instruction majeure a été donnée par le secrétaire général de la présidence de la République qui gère l'administration de la présidence, mais qui n'est pas la hiérarchie du ministre des marchés publics, mais quand même il a mais le ministre Abassadou refuse de exactement donc je pense donc on va voir ça après. Bien, ça on va rentrer dans le fond tout à l'heure, mais je pense que la procédure opportune qui se présente pour parachever la pénétrante centre-est, parce qu'il s'agit d'un marché complémentaire de réhabilitation de la pénétrante centre-est, la procédure opportune, c'est le gré à gré, au-delà de toute supputation qu'on peut avoir sur le montant, sur l'offre, ou alors le choix de l'entreprise qui va exercer ce marché.
les délais sont très très resserrés. Vous savez que non seulement la pénétrante Est, c'est une pénétrante très très économique, mais ce sera une voie qui sera empruntée par toutes les délégations qui viendront au Cameroun pour assister à Douala, particulièrement pour assister à la Coupe d'Afrique des Nations. Et on ne saurait traîner par les sous-commissions, les commissions, les appels d'offres, alors que le temps nous tient à la gorge. Ce n'est pas pour donner une excuse à notre administration qui a tout le temps péché par des retards, par des lenteurs administratives, alors qu'on pouvait en un temps prendre les bonnes mesures pour parachever tous ces chantiers. La pénétrante Est, quand même, c'est un chantier qui a commencé depuis 2013 et qui est aujourd'hui une sorte de scandale financier parce que la majeure partie, au moins le 3/4 de ce chantier est terminé, mais on assiste à un vandalisme énorme de la part des populations. Or, on nous remet maintenant sur la table ce marché complémentaire de réhabilitation de la pénétrante Est, centre-Est, qui va coûter, dit-on, 43 milliards et de l'autre côté 30 milliards, mais je pense qu'on aurait pu éviter ce conflit de procédure entre ces deux autorités en prenant des mesures à temps réel pour exercer finalement ce chantier. Mais malheureusement, comme l'a dit mon compagnonniste Ateba, il y a eu la lenteur administrative, il y a certainement eu comment je vais appeler ça, des crocs en jambes administratifs de la part de toutes ces autorités qui sont chargées de gérer ce dossier, et ça aboutit finalement à ce qu'aujourd'hui on en arrive à colmater les brèches au dernier moment. Wilfried, est-ce que l'urgence devrait commander la violation des procédures? Non, l'urgence, en fait, la violation des procédures s'impose justement par l'urgence, évidemment. Tout porte à croire que... Non, il ne s'agit pas d'une violation des procédures. Le gré à gré est légal. Le gré à gré est légal. Oui, c'est tout à fait légal, oui. Le gré à gré est légal, mais pour contextualiser la chose et la poser au réel, pour faire un peu de la réelle politique, le contexte actuel montre justement que le gré à gré est une situation d'urgence qui, parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps, ne laisse plus la possibilité à l'État de choisir entre les partenaires, quel est le meilleur de ces partenaires-là. C'est-à-dire, on avait la possibilité de soigner une maladie. Maintenant, comme on n'a plus le temps, comme les médecins s'en est allés, on va dire, on doit juste se contenter d'un calmant. Est-ce que le calmant est bon en soi? Bien sûr que non. Mais est-ce que le contexte demande qu'on prenne le calmant, même s'il ne soigne pas totalement la maladie? Oui. Et c'est la situation que nous avons aujourd'hui. Les principaux défis que le Cameroun a dans la réalisation de ces infrastructures, pour revenir là-dessus, le premier, c'est dans le fameux appel d'offres. S'assurer, on devrait commencer à y travailler parce que c'est ce que font ceux qui sont devenus aujourd'hui nos premiers partenaires, les Chinois. On devrait s'assurer à se garantir déjà plus de 51% de toute réalisation de projet. Je crois qu'il n'y a que chez nous en Afrique où fièrement nous acceptons que quand les Français, quand les Chinois ont des stages ou des routes à réaliser chez nous ou des sociétés à gérer, ils s'arrogent au moins 51%. Hier on parlait de Camwater, son précurseur, la SNEC, avait le même problème où lors de l'appel d'offres de la privatisation, le Cameroun s'arrangeait déjà avant même que le partenaire ne soit venu imposer ses règles. Le Cameroun proposait déjà 51% à l'adversaire. Ça ne se fait pas dans un pays qui veut se développer, qui veut s'industrialiser, qui veut à un moment s'autonomiser, puisqu'on nous demande d'être un peu des technocrates et d'aller plus au fond des choses. Les Chinois, justement, qui aujourd'hui ont poussé, par exemple, dans le domaine de la construction ferroviaire, le français Alstom et l'allemand Siemens à s'unir. Emmanuel Macron est allé voir Angela Merkel, justement, il y a quelques mois dans cette optique. Or, au départ, c'est la France et l'Allemagne qui se disputaient le marché chinois pour construire notamment le TGV chinois. Mais les Chinois s'étant arrangés à ce que pour chaque projet, ils aient au moins la gestion de la moitié de ces projets-là pour, à long terme, si ce n'est acquérir, voler la technologie, concurrencie aujourd'hui maintenant les Français sur leur propre terrain. Au Cameroun, on a l'impression que nous nous contentons au fil des décennies de la technologie pour le réaliser, nous faisons soit un appel d'offres, soit un gré à gré. En tout cas, de toute façon, c'est une entreprise étrangère qui viendra et avec ses moyens, et avec sa technologie, et parfois même avec son propre personnel. La réalisation du projet s'en ira, et il faudra encore faire appel à cette entreprise-là pour la maintenance. Ce qui nous amène au deuxième principe sur lequel l'État camerounais devrait se pencher aussi à long terme. C'est sur justement cette fameuse autonomisation de la technologie locale. Il n'est pas normal de se dire
dire en 2018 qu'en Afrique, la technologie est encore un concept étranger. Là où nous excellons en Afrique, c'est dans le domaine bureaucratique, dans le domaine du discours, dans le domaine de la politique. Et encore, il y a beaucoup de choses à améliorer là-dedans. Mais quand on parle de développement, il est crucial de s'accentuer sur la production. Qu'elle soit dans le secteur primaire, l'agriculture ou le secteur industriel que nous évoquons aujourd'hui, la production technologique, c'est très important. C'est ça qui nous permettra, si on a une CAN 2032, je ne sais pas, que même s'il ne nous reste plus qu'un an, on se dise à ce moment-là, à bas le gré à gré, à bas l'appel d'offres, nous avons des entreprises camerounaises, nous allons les mettre au service de la réalisation de nos projets. Ça relève de la vision qu'a un État, justement, qui veut essayer un peu de sortir de la spirale infinie dans laquelle il est plongé, à répéter au fil des décennies exactement les mêmes choses et pire, exactement les mêmes erreurs. Donc pour vous, Wilfried, le problème c'est parce que c'est les étrangers? Le problème, c'est l'un des problèmes. Le problème n'est pas parce que c'est les étrangers, mais le problème n'est pas fondamentalement parce que c'est les étrangers, mais une chose est certaine, si on avait la solution 3, le Cameroun, on aurait un problème de moins. C'est-à-dire là, on n'a que deux solutions, soit le gré à gré, parce que la situation l'exige, soit l'appel d'offres parce qu'on veut économiser de l'argent, mais on aurait pu justement, si on avait la technologie Made in Cameroon, élaborer la solution 3 qui aurait résolu les deux premiers problèmes, c'est-à-dire ça aurait certainement coûté moins cher et on n'aurait pas eu à faire un appel d'offres longue durée vu que les entreprises étant nationales auraient nécessité un peu moins de temps. Ok. Je vais vous lire un bout de la correspondance de M. Nganou Djumessi. Je me permets de solliciter. J'ai l'honneur de vous demander de suspendre les procédures de passation des 10 marchés d'appel d'offres. Je me permets de solliciter une autorisation spéciale. Je parle maintenant du langage entre les deux hommes, les deux membres du gouvernement. Bon, vous savez, sémantiquement, l'attitude de Nganou Djumessi, elle est même belliqueuse. Vous pensez? Elle est belliqueuse. Vous ne pouvez pas vous adresser à votre collègue comme si vous lui donnez des injonctions. Il y a eu tout le formalisme administratif, monsieur. Non, laissez ça. Nous avons tous lu cette correspondance. Il dit, j'ai l'honneur de vous demander. J'ai l'honneur de vous demander de suspendre. J'ai l'honneur de vous demander avec de suspendre. Avec toute la politesse administrative. Oui, la politesse, mais de vous demander de suspendre. À quel titre? Sous quel statut, sur quelle échelle se tient-il pour dire à son collègue? C'est le maître d'ouvrage. Bon, écoutez, encore que si on peut-être parce que l'autre ministre de l'Intérieur. Écoutez un peu, cher ami, même si on parle de maître d'ouvrage, vous connaissez des scandales que nous connaissons à travers cette affaire de maître d'ouvrage. Bien sûr, bien sûr. À Yaoundé, moi j'ai vu quelque part où il fallait bitumer un axe routier, maître d'ouvrage, j'ai vu boulangerie La Grâce. Vous allez me dire quel est le rapport entre qu'est-ce que les boulangers viennent faire dans le bitumage d'un axe routier? C'est des manquements graves. Ce point, j'ai dit, laissez cette affaire de maître d'ouvrage. J'ai dit, cette affaire est une affaire qui s'assimile à un Méli-Milo où je pense que c'est l'esprit qu'on appelle très souvent le mapatisme qui va prévaloir. Camille, il continue en disant « Je me permets de solliciter une autorisation spéciale pour passer un marché irrélatif par la procédure de grève. Je me permets de solliciter. » C'est toujours belliqueux, vous pensez? Vous savez, moi je vous dirais de façon très claire, vous comprenez? J'ai l'impression que notre gouvernement est déjà victime, est désormais victime d'une déformation. La déformation de ce qu'on appelle le plan d'urgence. Oui. Parce que tout ce qu'on fait au Cameroun désormais, c'est à travers un plan d'urgence, un plan d'urgence, un plan d'urgence. Et il faut reconnaître qu'un pays qui se veut émergent en 2035, un pays qui se veut sérieux à l'international, ne se construit pas dans l'urgence ou à travers des plans d'urgence. C'est des plans bien définis longtemps en avance, bien planifiés, et la mise en place des mécanismes de développement sont bien balisés et le pays décolle. Vous voyez maintenant, à travers ce concept de plan d'urgence, ça crée donc cette cacophonie plurielle qui voudrait que tout un ministre des Travaux publics qui a c'est-à-dire un plan d'action bien défini en début d'exercice budgétaire, 20 AV, c'est-à-dire 20 viennent quelques temps après, à moins peut-être quelques 6 mois de l'échéance, présenter ce type de doléance à son collègue. Je dis c'est une maladresse, quels qu'en soient les termes qu'il aura utilisés, quelle qu'en soit l'élégance verbale, comme vous voulez qu'on l'appelle ainsi, qu'il aura utilisé. Je dis c'est une maladresse. On ne devrait pas en arriver là. Et je pense que M. Abassadou, ministre des délégats président chargé des marchés publics,
est dans son bon droit de respecter les normes. On peut avoir cette faiblesse-là cette fois-ci, peut-être de fléchir encore à ce genre de choses, mais il faudrait que ça s'arrête. Que ça s'arrête. Qu'on définisse les choses de façon réelle et qu'on... C'est la preuve. Aujourd'hui, quand vous voyez des choses qui sont faites dans la précipitation, là, elles ne mettent pas long. Vous voyez par exemple les immeubles qui s'écroulent de part et d'autre dans nos villes. Vous voyez par exemple les routes qu'on bitume, quelques 5-6 mois après, les crevasses, les nids de poules reviennent. C'est ça, ce méli-mélo dans la précipitation là qui provoque ces choses. Or, si vous allez vérifier le budget qui est injecté, ou alors les financements qui sont introduits et injectés pour ce projet, c'est ahurissant. Alors moi je suis en tant qu'enseignant, et je suis aussi certainement un homme politique, vous le savez, je dis, il y a une ribambelle de mercenaires dans notre gouvernement qui font tout pour que ce pays reste dans cette léthargie. Je le dis de façon vraie et de façon franche. Nous sommes tous Camerounais, que quand sont nos bords politiques, quand ça va mal, ça frappe tout le monde. Et il faut reconnaître que le ministère des Travaux publics présente beaucoup de défaillances et de manquements depuis ces 5 dernières années. Les faits sont là, et les faits sont sacrés. On ne peut pas se défaire des faits. Ok. Jean Sémé, une entreprise française, vous pensez que c'est pourquoi on veut à tout prix accorder ce marché à l'entreprise française? Si ça avait été une entreprise d'un autre pays, ce serait la même chose? D'abord, je partage tout à fait le point de vue de M. Ekanga et de M. Ateba. Je trouve que le ministère des Travaux publics accumule de très très mauvais points depuis, pas non seulement depuis l'époque Ngalou Messi, depuis bien avant son époque, parce qu'il y a des exemples qui ont été pris sur ce plateau, sur les routes, les ponts, les bus, etc. Pour revenir à votre question maintenant, il faut quand même d'abord rappeler à nos téléspectateurs que la pénitente Est est un projet C2D, contrat des endettements de développement. Et vous savez que les projets C2D sont des projets français. Ce sont des remises de dettes que la France a accordées dans le cadre de ses relations bilatérales avec le Cameroun, au Cameroun. Et la pénitente Est est financée à 80% par l'Agence française de développement et à 20% par l'État du Cameroun. Et c'est certainement ceci qui explique cela. Quelles qu'en soient les formes de passation de ce marché, je crois que derrière ce conflit qui oppose, le secrétaire général de la présidence de la République, qui a donné de hautes instructions, comme les hommes politiques aiment dire, ministre des Travaux publics, voilà, au ministre des Travaux publics, instructions. Exactement. Ce conflit entre ces deux personnalités et M. Abbas Sadou, mais derrière ce méli-mélo administratif, il y a ce conflit entre la France et la Chine. Et du côté de, pour ceux qui défendent la partie Ferdinand Gongo, on estime que, bien évidemment, il s'agit de la pénitente Est, il s'agit d'un projet CDD, il s'agit des fonds français et on ne saurait l'octroyer à la Chine. C'est exactement ça le problème qu'on ne veut pas dévoiler publiquement. Il y a ça. Maintenant, sur l'offre, je suis parfaitement d'accord que il y a ce son dissonant entre les deux offres. 43 milliards pour un contrat de gré à gré et 30 milliards pour un contrat qui respecte la légalité des normes. Et l'autre 43 milliards qui est la légalité d'urgence. On aurait pu, bien évidemment, avoir un contrat de gré à gré à 30 milliards de francs CFA. Donc, il appartient désormais à l'autorité suprême des marchés publics, qui est en réalité le président de la République, de trancher en dernier ressort. Bien évidemment, c'est lui, le véritable ministre des Travaux des marchés publics, le président de la République. C'est donc lui, en dépit de la compétence de M. Gongo, c'est au président de la République de trancher. Est-ce qu'il faut faire payer aux contribuables 13 milliards de francs CFA pour un marché de gré à gré? Est-ce qu'il faut accepter d'octroyer ce marché à la Chine pour 30 milliards de francs CFA, quitte à ne pas respecter les délais? Mais je crois que c'est un élément important qui devrait rentrer, qui devrait être pris en compte par les deux parties qui s'opposent, parce qu'on n'a plus les délais conséquents pour dérouler ce marché. C'est la raison pour laquelle je milite en faveur d'un marché de gré à gré, quoi qu'il coûtera cher aux contribuables. Et bien évidemment, je ne déroule pas le tapis rouge à l'État du Cameroun, parce que j'estime que cet État aurait pu faire mieux. La pénitente Est est un marché qui a commencé, un chantier qui a commencé depuis 2012. Il se serait terminé en 2014, mais il a traîné à telle enseigne que c'est en 2016 pratiquement, que le marché a été livré. Et c'est en 2018 qu'on pense à ce conflit
entre un marché de gré à gré et un marché aux normes étatiques. Donc, je suis parfaitement d'accord avec vous. Je ne fais pas de la politique, je suis journaliste, je reste sur les faits, comme vous restez également sur les faits. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a le choix sur l'opportunité de ce marché. Et l'opportunité me milite en faveur de ce qu'on passe plutôt un marché de gré à gré que de passer par une procédure très très rigoureuse des marchés publics qui va nous perdre le temps et qui risque même de compromettre, pourquoi pas, l'aspect routier de la CAN, parce qu'il ne s'agit pas seulement de construire les infrastructures sportives, il y a également l'aspect télécommunication, l'aspect routier qui rentre en compte dans l'organisation de la CAN. Donc si on passe par cette procédure longue et rigoureuse, on risque bien de compromettre nos chances d'organiser cette Coupe d'Afrique des Nations. Wilfried, Jean Sémé a parlé de l'arbitrage du chef de l'État qui a attendu. Qu'est-ce que vous en dites? L'arbitrage du chef de l'État, bon, ça illustre ce qu'est le Cameroun, un régime où l'exécutif empiète sur le judiciaire. Oui. Mais bon, on va passer outre cet élément et se dire que si le Cameroun veut se développer, il faudra procéder comme dans une chambre qui est en désordre et qu'il faut ranger. On a le choix, est-ce qu'on va rafistoler la couverture de part et d'autre, ou alors est-ce qu'on va dégager la couverture tout entière et commencer à zéro à adresser le lit? Les problèmes sont profonds, les problèmes sont nombreux. On a parlé du CDD, le contrat de désendettement et de développement initié par la généreuse France qui a donc justement dans cette optique mis en place les fonds mis sur pied, les fonds qui ont permis l'élargissement de la pénétrante est de la ville de Douala. Bon, pour ceux qui ont déjà été en France, lorsque vous avez vu ce pays, en tout cas lorsque vous avez vu les pays européens et que vous regardez nos pays africains et les projets que nous qualifions de grands projets structurants, vous avez l'impression que l'on se moque des Africains. C'est ridicule, c'est dérisoire. La ville de Douala fait près de 100 000 hectares. La ville de Douala est presque aussi large que la région, l'agglomération parisienne, mais les boulevards périphériques à Paris n'ont rien à voir avec la pénétrante est de Douala qui pourtant en termes de population à l'intérieur de la ville, même pas l'agglomération, a une densité près de 4 fois supérieure à ce qu'on a à Paris. Donc là c'est le premier élément déjà qu'il faut considérer. Le deuxième élément c'est ce principe de toujours penser que l'Afrique se trouve endettée envers les grandes puissances. Nous n'avons aucune chance de nous développer si nous continuons à procéder dans cette optique-là. Le guide de la révolution burkinabé, le capitaine Thomas Sankara, n'était pas un idiot quand il considérait qu'en fait de dette, il n'y en a pas des pays africains envers les pays occidentaux. L'autre élément, justement, dans ce concept de dette, c'est que vous avez un pays qui vous dit que bon, vous êtes endetté et donc il vient alléger votre dette en mettant sur pied, en créant quelques infrastructures pour vous, mais qui, pour la réalisation de certaines infrastructures à côté, vous propose 3 fois plus cher que les autres. Il y a donc ce mécanisme de récupération de tout ce qu'ils vous ont prétendument généreusement donné. Vous imaginez si l'offre est octroyée à la France 43 milliards. Oui. Par rapport aux 30 milliards de la Chine, c'est 13 milliards de plus que la France récupère. Allez voir si la pénétrante Est a coûté 13 milliards. Donc on verra que en fait de désengagement, en fait de désendettement, il n'y a rien eu de cela. Le prétendu créancier a récupéré tout ce qu'il possédait. Si le Cameroun veut se développer, il devra à long terme se poser de grandes questions, de très grandes questions. J'aime bien me référer à la Chine pour savoir est-ce que nous voulons, est-ce que nous pensons dans notre pays que se développer, c'est y avoir de belles infrastructures, de belles autoroutes, de beaux immeubles, ou alors se développer, c'est y avoir la capacité de créer soi-même ces autoroutes et de ces immeubles et de les entretenir au fil du temps, et aussi de créer dans le secteur des services un organisme de gestion, de gestion et qui permet de veiller sur toutes ces infrastructures. C'est ce qu'ont fait les pays qui aujourd'hui viennent nous aider, comme les Chinois, et qui étaient à un moment donné à un niveau similaire au nôtre. On va mettre les guillemets. La Chine est un exemple très important parce que sur les 20 dernières années, leurs échanges avec nous ont augmenté de 20%. On dit même qu'ils augmentent chaque année de 20%. C'est pour ça que ce soit les stades, que ce soit les routes, que ce soit les immeubles, ils réalisent, les Chinois, près de la moitié, plus de la moitié de toutes les infrastructures que nous avons sur le continent africain. Alors comment est-ce qu'ils ont procédé lorsqu'ils étaient dans la même situation que nous, quand ils avaient des routes, des voies ferrées à réaliser et qu'il y avait des appels d'offres ou même des arrangements de gré à gré? Ils ont mis sur pied une structure qui permettait qu'à chaque fois qu'une entreprise étrangère met les pieds sur le sol chinois et fait un projet, elle ne repart pas avec l'entièreté de sa technologie, de ses informations. Vous avez ce que les Allemands ont fabriqué qu'ils appelaient le Magnetic Levitation Train, le train à sustentation magnétique, le maglev, que l'Allemagne aujourd'hui n'a plus le droit de fabriquer parce que lorsque les Chinois ont fait l'appel d'offres pour relier le centre-ville de Shanghai
à l'aéroport, le centre-ville de Shanghai Pudong à l'aéroport international, ils se sont arrangés à déposer des brevets et après y avoir triché la technologie chinoise qui venait, si bien qu'aujourd'hui, les Allemands n'en ont plus le droit. Sur les voies ferrées, on a le même mécanisme où aujourd'hui, ils ont 22 000 km de lignes à grande vitesse. C'est 11 fois plus que la France. Or, au départ, ce sont et les Français et en tout cas les Européens qui sont venus mettre sur pied ces projets. Donc cette vision-là, après y avoir réalisé les stades, le Cameroun ne s'arrêtera pas. La politique continue, la société continue. Il faut une vision à long terme pour le pays pour que dans 20 ans, le même scénario ne se répète pas. Et la question est donc la vision à long terme de notre administration, de notre gouvernement, c'est laquelle? Ok. Wilfried, on va rester sur cette question. Tout le monde demande l'arbitrage du chef de l'État entre ces deux membres du gouvernement. Tout le monde demande l'arbitrage du chef de l'État. Bon, le chef de l'État, étant donné que c'est lui qui nomme les ministres, c'est peut-être à lui d'établir une hiérarchie réelle entre le ministre délégué au marché public et le ministre des Travaux publics. Bon, maintenant, est-ce que c'est un contentieux judiciaire entre l'entreprise et la partie camerounaise qui doit être réglé par le judiciaire? En tout cas, il faut au-delà de la transparence dans les marchés, de la transparence dans le fonctionnement des finances, dans la réalisation de nos infrastructures, il faut une transparence aussi dans la gestion de l'État. À quel moment le président de la République intervient et à quel moment le président de la République n'intervient pas. Parce que d'un côté, on nous dit, voilà, le président, on veut que le président arbitre, et parfois le président arbitre, très souvent même, il décide et on dit, voilà, grâce au président Paul Biya, voici ce qui a été fait. Si le stade est construit et que tout se passe bien, si la CAN se déroule très bien, mieux encore, si le Cameroun l'emporte, on dira bravo au président Paul Biya, si tant est qu'il est élu au 7 octobre. Mais si ça se passe mal, on dira, ce n'est pas la faute du président Paul Biya, il a mis en place des structures, mais les acteurs chargés de gérer ces structures ne les ont pas respectées. Il faut donc que dans une logique de sérieux aussi, nous soyons en mesure de fixer les limites où se trouve l'action du président, où le président est-il absent, où est-ce qu'il délègue réellement. Comme ça, on aura une plus grande visibilité et la population saura quand est-ce qu'elle doit attendre l'intervention du président de la République et quand est-ce que ce sont les structures déléguées qui doivent s'en charger. Ok. Camille, le président silencieux, il regarde ses ministres sans très déchirés. Ça inquiète? Le président Biya a trop de problèmes. C'est-à-dire déjà, il a les appels du peuple de toute la République. Il a déjà, c'est-à-dire, il a trop de problèmes à résoudre. L'interpeller pour des problèmes du genre. C'est pour sa canne, là. Mais je dis, c'est des choses qui sont faites à dessein. L'arbitrage du président de la République, pourquoi? Il a nommé des responsables à des fonctions. Je pense quand même que quand vous êtes... Mais là, ça coince, là. Ça coince parce qu'il y a une mauvaise foi légendaire des différents acteurs. Des deux côtés, Ambassadou comme Nganou Djoumessi? Beaucoup plus chez Nganou. Beaucoup plus. Parce que je pense que le ministre des Travaux publics, en fait, il devrait préalablement, de façon péremptoire, mettre tout en œuvre pour que nous ne puissions pas arriver à ce genre de choses. Je vous ai dit à l'entame de mes propos ici qu'ils n'ont pas su, c'est pas hier, c'est pas avant-hier qu'ils ont su qu'il fallait cette route-là qui converge vers le stade. Mais c'est fait à dessein ce ralentissement des travaux. Parce qu'il y aura des dividendes, il y aura des rétro-commissions qui vont surgir. C'est ça l'esprit du Camerounais. Je les ai appelés tout à l'heure une ribambelle de mercenaires parce que c'est des gens qui sont dans ce pays. Ils font des choses comme s'ils vont après partir construire leur pays et laisser le Cameroun pour les autres. Laisser le président de la République là où il est. S'il y a des ministres qui sont en inadéquation entre leur profil et la fonction qui est la leur désormais, il faut qu'ils déposent au tablier. C'est clair, il y a une incompétence avérée au niveau des travaux publics. Moi, je le dis de façon sincère. Et puis, quand on demande l'arbitrage du président de la République partout, c'est aussi la conséquence de cette centralisation de pouvoir vers un individu. Vous voyez que maintenant, l'arbitrage du président de la République, on a besoin de ça à la FECAFOOT, on a besoin de ça pour nommer un entraîneur, on a besoin de ça pour arranger un problème de route, vous avez appelé ça comment? Route, pont sur la Dibomba et Japon. Vous voyez, et là maintenant, lui-même aussi, il a ses propres problèmes personnels. Suivez mon regard. Encore que, bon, soit, je ne veux pas entrer dans ce débat-là, mais j'ai dit que, véritablement, laisser le président là où il est, que les uns et les autres, encore qu'il y a même un premier ministre, chef du gouvernement. Quel est son rôle? C'est ça. Et puis... Mais personne ne semble faire référence... Pour essayer même, j'irai même plus loin en disant que aller reconvoquer même un peu
les prérogatives réelles de chacun de ces ministères. Oui, Comment on crée le ministère des marchés publics? Quel est le rôle du ministère des marchés publics? Que devient l'agence de régulation des marchés publics? Que fait le ministère des travaux publics en rapport avec ce genre de marché? Ainsi de suite. Voilà Il faut pourquoi revoir le tout ça. ministre Abbas Sadou pense qu'il y a eu violation. Violation parce que lui, il est dans... C'est-à-dire qu'au travers de la lecture, de l'observation que nous faisons de ces cas-là, de ce cas-là précisément, nous nous rendons compte que le ministre Abbas Sadou reste dans le strict respect des textes. Bon, maintenant, nous avons quelqu'un là qui essaye de faire un forcing à travers l'urgence qui se présente. Qu'est-ce qu'on fait donc? Il y a urgence, il faut faire quelque chose. J'ai donc dit tout à l'heure que nous pouvons avoir cette faiblesse-là de fléchir cette fois-ci, mais dorénavant, il faut tout faire pour ceinturer, c'est-à-dire sécuriser cet environnement-là pour que nous n'ayons plus des cas comme ceci qui voudraient que, à tout moment, on fait exprès de ralentir les travaux pour qu'à la dernière minute, on puisse venir faire un brouhaha pour qu'on puisse ouvrir les vannes et puis on ne contrôle plus rien les fonds et tout le reste. Et au final, le travail même qui était... qui devrait être un travail qui est bien fait, n'est pas bien fait parce que nous le faisons dans l'urgence. Jean Sémé, il se murmure comme ça que le ministre attendrait des instructions écrites et non pas verbales. Parce qu'il n'est pas complètement opposé, mais il faut des instructions écrites. Bien, je pense qu'il ne faut pas s'égarer dans le débat. D'abord, sur l'arbitrage du président de la République, Oui. je pense que la configuration gouvernementale du Cameroun présente deux ministères qui sont directement rattachés à la présidence de la République. Il s'agit celui de la défense et des marchés publics. Alors, quand je demande donc l'arbitrage du président de la République, c'est en tant que véritable ministre des marchés publics, pas en tant que président de la République. Et vous avez... Comme il est le véritable ministre de la Défense. Tout à fait, vous avez à juste titre cité le Premier ministre qui n'a aucune emprise sur ces deux ministères. Il pourra peut-être répercuter ce qui s'est dit en conseil des ministres à la présidence de la République, mais la personne qui va trancher en dernier ressort, c'est bien évidemment le président de la République qui, comme je le disais tout à l'heure, est le véritable ministre des marchés publics. Et maintenant, sur le fond même du dossier, vous avez parlé d'un respect des textes par M. Abbas Sadou. Oui, il respecte les textes. Mais Nganou Djoumessi respecte aussi les textes parce qu'on est en face d'une légalité des normes et une légalité d'urgence. Tous les deux ont brandi des arguments qui sont dans le sens de la loi. Il n'y a donc pas conflit de compétences. Il y a conflit de procédure. Et plus que jamais, il appartient au véritable ministre des marchés publics de trancher. Parce que le Cameroun est tenu par les délais. Pas par les délais du parachèvement de cette route, mais par les délais d'une route qui est une autoroute importante pour les délégations qui vont venir assister à la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que nous sommes tout à fait d'accord là-dessus. Au-delà sur les personnes... Vous dites? Quitte à ce que ça nous revienne plus cher. Ça coûte cher, une procédure d'urgence. Il est bien vrai qu'on peut avoir une procédure de gré à gré à 30 milliards de francs CFA. Mais j'ai relevé tout à l'heure qu'il s'agit d'un projet de la France qui est piloté directement par la présidente de la République et toutes les considérations qui ne sont pas sur l'offre sont des considérations discrétionnaires. Donc je ne voudrais pas rentrer dans le débat des personnes entre M. Abbas Sadou et M. Nganou Djoumessi qui appartiennent à un même gouvernement, qui sont astreints à une cohésion gouvernementale, mais je rentre plutôt dans l'opportunité même de ce marché qui doit être implémenté. Est-ce que le Cameroun gagnerait à passer par une longue et rigoureuse procédure des marchés publics? Non, je ne pense pas, parce que les délais sont extrêmement courts. Je ne vous apprends pas qu'il y a des supputations qui disent que la Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun n'organisera pas parce qu'il y a des retards dans les chantiers, et dévoiler encore à la face du monde un tel spectacle entre deux ministres qui ne s'accordent pas sur la passation d'un marché salirait l'image du Cameroun. Donc je crois que la procédure de gré à gré est la procédure opportune, bien que ça nous coûtera 13 milliards. Il s'agit du CLD, comme je l'ai dit, mais je pense que le Cameroun gagnerait à passer par cette procédure que de passer par la santé procédure de marché public, au-delà du conflit de personnes qui peut exister entre ces deux personnalités du gouvernement. Vous parlez de cohésion gouvernementale, là, mais avec ce spectacle qui nous offre... C'est malheureusement un spectacle d'abord impressionnant, saisissant, mais triste. Parce que je ne vous rappelle pas qu'il y a 2 ou 3 ans, il y a également eu ce casus belli du ministre des Arts et de la Culture, Amadou Toumouna, qui est allé au-delà des injonctions qui lui avaient été transmises par
le Premier ministre, s'il vous plaît. Elle est allée au-delà de ces instructions et ça nous a offert un spectacle assez boiteux de notre gouvernement, à telle enseigne qu'on se demandait si effectivement le Cameroun était doté d'un véritable Premier ministre, mais il a été reconduit le 2 mars 2018 dernier, comme vous le savez. Donc ça prouve que, entre guillemets, il tient encore la barre de ce gouvernement, mais le spectacle auquel on assiste entre M. Abass Ngalou Messi prouve que M. Philémon Yang, même si le ministre des Marchés publics est rattaché à la présidence, ne tient pas véritablement la barque de son gouvernement. Pourquoi ce silence depuis qu'il y a cette sortie entre ces deux ministres? Il y a cet échange verbal entre ces deux ministres. On aurait peut-être, lors d'un conseil des ministres, pourquoi pas extraordinaire, apaisé les tensions. Le Premier ministre aurait même écrit comme il a fait dans le passé en demandant à certains ministres de revenir à la raison ou alors donner des instructions précises dans le cadre de ce dossier, mais il n'a pas fait. Je crois qu'on est à la 3e semaine de cette dispute entre ces deux ministres. Jusque-là, il n'a pas dit mot. C'est la raison pour laquelle je demandais tout à l'heure que le président de la République, certainement, en tant qu'autorité suprême des marchés publics, sera le même à réconcilier les deux camps, quitte à ce qu'on passe par un gré à gré, soit à 40 milliards ou à 30 milliards, mais je pense que c'est opportun que ce soit le marché de gré à gré qui soit appliqué à ce cas précis. Pour vous, qu'est-ce qui devrait être appliqué? Qu'est-ce qui devrait être appliqué? La réponse vient d'être donnée, c'est le marché. Pour vous aussi, finalement. le gré à gré. Nous ne sommes pas bien compris depuis le départ. La procédure d'urgence, c'est-à-dire les délais ne permettant pas un appel d'offres, sachant déjà la lenteur qui caractérise l'administration camerounaise, le marché de gré à gré. De ce côté-là, Wilfried, ils brandissent que ça va revenir moins cher. 30 milliards. Non, le marché de gré à gré ne reviendra pas moins cher. Non, je parle du respect de la procédure. Oui, le respect de la procédure, évidemment. Depuis le départ, je n'ai pas changé ma ligne d'observation. Depuis le départ, je dis, malheureusement, nous nous retrouvons dans une situation d'amateurisme qui fait que nous sommes obligés, entre autres, de céder des parts. J'ai pris l'exemple du calmant et du médecin. Nous sommes obligés maintenant de prendre une situation qui n'est pas la meilleure vu le contexte. Le Cameroun n'a pas besoin de dépenser de l'argent de cette façon. Il a plutôt besoin de faire des économies vu le faible ratio de production qui caractérise notre économie. Donc, ce n'était pas la bonne solution en soi de s'apesantir sur le gré à gré qui est moins cher par rapport à l'appel d'offres. Mais la lenteur administrative et l'amateurisme de notre gouvernement nous conduisant à une situation où il n'y a pas d'autre solution, surtout que j'ai proposé une solution numéro 3, si on avait, parce que c'est ce qui nous manque, et c'est ce volet-là que... Oui, et c'est ce volet-là que n'évoquent jamais les tenants de notre administration. Nous faisons comme si c'était facultatif. Pour un pays qui veut se développer, la production nationale est fondamentale. Non, il y a le génie militaire qui fait des choses formidables. Non, et même il y a des entreprises, il y a des entreprises privées qui font dans les travaux publics et les points chaussés. Il est donc d'autant plus alarmant de voir qu'elle n'ait pas été mise dans la transaction. Ils sont des sous-traitants, de simples sous-traitants, et c'est à condamner, bien évidemment. Exactement, et il n'y a vraiment que dans notre pays où, en plus de recevoir des ordres lorsque nous sommes à l'étranger, nous recevons encore des ordres des étrangers sur notre propre sol. Cette servitude volontaire, cette façon de nous inféoder aux autres et d'être contents dans cette vassalisation, c'est ce qui nous conduit dans la situation actuelle. Donc, je n'ai pas fondamentalement changé ma ligne de conduite. Le gré à gré, justement, aujourd'hui, s'impose. Oui, mais on n'est pas fier en tant que Camerounais de constater que voilà, lorsque les délais approchent, on se retrouve à rafistoler comme ça. C'est pour ça que je parlais encore de la chambre et des draps qu'il faut soit tirer, soit démanteler complètement pour dresser le lit à partir de zéro. Maintenant, le ministère des Travaux publics, pour revenir à l'élément que vous donniez sur l'intervention du chef de l'État, le ministre des Travaux publics et le ministre des Marchés publics, bon, le ministre des Marchés publics est délégué à la présidence. Il faut donc se poser la question, est-ce qu'on a besoin d'un ministre des Marchés publics si le véritable chef des marchés publics est le président de la République? Et lorsqu'il y a une infrastructure qui ne fonctionne pas, et lorsqu'on dit voilà, c'est la faute du président de la République, pourquoi l'argument selon lequel ce sont les collaborateurs du président de la République qui ne font pas bien leur travail est encore valable s'il s'avère in fine que c'est le président de la République qui est garant de la gestion de ces marchés? On a dit il y a les informations d'il y a quelques semaines disaient encore que le Cameroun tablait sur à peu près 8000 km de routes bitumées d'ici 2020. Ça va être compliqué vu que nous n'atteindrons même pas déjà la centaine de kilomètres sur le seul axe Yaoundé-Douala. Oui. Et quand bien même il y aurait une véritable séparation des pouvoirs entre le ministre des Marchés publics et le ministre des Travaux publics, vu que les deux sont dans la
à l'égalité pour ne pas se retrouver dans une situation où les deux versions sont justes, mais où l'une ne répond pas au contexte. Il faut donc peut-être, dans les dispositions juridiques, on met une sorte d'article, une sorte de concept qui dit que par amateurisme et par lenteur administrative, si on se retrouve à l'approche des délais et que voilà, les deux ministères... Donc il y a un vide juridique pour vous. Voilà, merci. Si vous permettez de terminer, juste de clore sur ce volet, il faut quand même qu'il y ait une possibilité de sanctionner l'un des deux acteurs qui nous aura amené à une situation d'urgence où on est certes obligé de choisir une autre solution légale, mais qui justement présente l'inconvénient de valoir plus cher. Ok, ça c'est l'argument de Camille Ateba. Cédric Noufelet, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Voilà, le journal c'est dans quelques instants. Les détails, les titres en 2 ou 3 escales. Nous allons évoquer une équation à plusieurs inconnus qui préoccupe le gouvernement. Quel sera le visage de la rentrée scolaire dans les régions anglophones en proie à une montée de violence? Comment résoudre l'épineux problème de l'insuffisance des personnels enseignants? Le ministre de l'Éducation de base a rencontré les acteurs de la communauté éducative. Vous suivrez les propositions du gouvernement à cet effet. Nous évoquerons également ces phénomènes qui se déroulent à Tian, dans le département de la Menoire. Là-bas, de nombreux jeunes ont fui des ateliers d'apprentis pour se consacrer uniquement à l'activité de moto-taxi, ceci au grand désarroi de nombreuses familles, lesquelles voient leurs enfants être victimes de nombreux accidents et des handicaps à vie. Et nous évoquerons la vie de cette artiste, cette diva de la soul music, qui a vendu le plus grand nombre de disques vinyles au monde, elle qui a été une icône de la soul music dans le monde et de la musique gospel. On évoquera son parcours, mais aussi comment elle a marqué le monde de la musique et de la lutte contre le racisme noir aux États-Unis d'Amérique. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, le détail de tous ces titres, ce sera dans un instant, dans le 20h de Cédric Noufelet. Quant à moi, je vous retrouve après pour le débrief. Retour sur le plateau équinoxois, toujours en compagnie des experts. Je commence avec vous, Camille Ateba, rentrée scolaire 2018. On a vu plein d'édifices partis en fumée. Ce sera particulièrement difficile dans certaines régions du Cameroun. On les connaît, ces régions. Je ne pense pas que ce sera difficile dans la mesure où il y a un plan d'assistance humanitaire qui a été lancé justement pour remettre ces infrastructures détruites sur pied. Alors, il faudrait donc que les 100 millions, les 64 millions qui étaient cotisés par région puissent véritablement servir. Encore que l'occasion s'y prête, c'est-à-dire la rentrée c'est dans 3 semaines. Oui. Il faudrait véritablement qu'on voit donc, parce que nous autres... Vous avez vu les chantiers commencer quelque part? Nous étions de ceux-là qui pensions que... Vous avez vu les chantiers commencer quelque part là? J'ai pas vu, mais je me fie aux déclarations qui ont été faites lorsqu'on lançait cette opération d'assistance humanitaire. Il était question de faire revenir les populations qui avaient déserté leur lieu d'origine. Il était question de reconstruire les infrastructures qui ont été détruites, parmi lesquelles les écoles. Et c'était en prélude à la prochaine rentrée scolaire. Alors, si au travers de ces faits, je me dis qu'il peut y avoir rentrée, au-delà peut-être des images qu'on peut voir, c'est en rapport avec ce plan d'assistance humanitaire. Maintenant, dans un autre plan, j'ai vu Madame le ministre tout à l'heure demander à ses collaborateurs, bref à ses collaborateurs enseignants, de se montrer davantage disciplinés au niveau de l'assiduité. Et au-delà de ça, elle s'est insurgée par le fait que il y a un manque criard d'enseignants dans les écoles. Moi, je ne comprends pas parce que chaque année, il y a des ignages qu'on crée.
il y a des INEJ d'État déjà qui sont implantés. On forme chaque année. On lance des concours des INEJ chaque année. Mais le recrutement qu'on fait n'est pas proportionnel aux sorties des promotions. Comment voulez-vous que pour qu'on recrute des enseignants, il faut attendre un financement des bailleurs de fonds, et puis maintenant, on recrute avec des critères qui sont même flous. Parce qu'un CAPIEM, certificat d'aptitude pédagogique d'un secteur d'enseignement maternel et primaire, reste un CAPIEM. Alors, si vous ne pouvez plus recruter, cessez de former. C'est aussi simple que ça. Parce que quand vous formez là, les gars sont dans l'espoir qu'ils seront recrutés. Ouais. Et puis plus tard, ils font 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans au quartier. Mais là, on parle de... C'est des poches. Là, on parle de ceux qui sont atteints par la limite d'âge. C'est des poches. C'est des poches de frustration que vous créez. Parce que quelqu'un, lorsqu'il entrait à l'INEJ, il n'avait pas 40 ans. Lorsqu'il sortait, il n'avait pas 40 ans. C'est la période, cet intervalle temps entre sa sortie et le moment où vous lancez le recrutement qui l'amène à avoir cette âge. Qu'est-ce qui pose réellement problème? C'est les conditions. Pourquoi ce n'est pas souvent automatique? La condition de recrutement, le recrutement est mal ficelé. On le fait de façon, je puis dire, spontanée. C'est-à-dire qu'on vous dit un matin, bon, on va lancer, on renouvelle les recrutements. Rien n'est... Il n'y a pas... Pourquoi vous voyez, par exemple, c'est vrai, comparaison n'est pas raison, mais à l'ENAM, par exemple, c'est tracé, non? Les promotions sortent et puis il y a quand même déjà un profil qui est défini. C'est-à-dire on sait que vous allez entrer, voilà. Mais pourquoi au niveau des enseignements, c'est-à-dire de façon généralisée, il y a toujours ce flou olympique là? On comprend bien. Mais à l'école normale, il n'y a pas trop de problème. Hein. Il n'y a même pas de ce problème. Il y a d'autres problèmes aussi inhérents à ce genre de choses. Parce que quand on vous forme, on vous envoie sur le terrain, la prise en charge est à... Vous attendez à quel rendement? Lorsque on vous envoie à Moucheboum, on vous envoie à Mouroudaï, vous n'avez pas une prise en charge directe et on voudrait que vous donniez le maximum de vos compétences. Ce n'est pas possible. Psychologiquement, vous êtes réduit et intellectuellement, vous ne pouvez rien apporter. C'est démontré scientifiquement. Donc, je voudrais dire que ça rejoint ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire que cet amateurisme gouvernemental qui voudrait qu'on fasse du saupoudrage. À un moment donné, on nomme des personnes à des fonctions des personnes, il y a inadéquation entre le profil de la personne et la fonction. Vous prenez une assistante des affaires sociales, vous nommez ministre de l'éducation de base. Vous prenez un ingénieur du génie civil, vous nommez ministre de la santé publique. Vous vous attendez à quoi? Même si vous êtes entouré des conseillers techniques, des inspecteurs généraux et tout le reste. Mais si, dès lors que vous-même, vous n'avez pas une substance à même de vous prédisposer à comprendre, à analyser et avoir le bon sens pour mieux diriger le domaine ministériel dont vous avez la charge, il est difficile d'atteindre certains objectifs escomptés. Voilà. Georges Sémé, il y a ce problème de recrutement qui, tous les ans, on en parle. Comment résoudre ce problème finalement, définitivement? Écoutez, parce qu'on a suivi un d'eux qui demande qu'on revoie, qu'on fasse quelque chose pour ceux-là qui sont atteints par la limite d'âge. Comme l'a dit M. Ateba, je pense qu'il y a effectivement un problème de concordance entre les sorties dans les promotions des INEJ et les besoins au sein de la fonction publique. Et je crois que les besoins de la fonction publique devraient commander les concours qui sont lancés, les concours gouvernementaux qui sont lancés à l'endroit de ceux qui veulent bien être instituteurs ou bien des professeurs. Il y a donc cette adéquation-là, cette inadéquation-là. Mais pour revenir à la première question que vous avez posée à M. Ateba sur la crise anglophone et son impact sur le déroulement de la rentrée scolaire, il faut quand même relever que la crise anglophone dure depuis 2016. Et il y a eu 2 rentrées scolaires depuis le déclenchement de cette crise, 2016-2017 et 2017-2018. Il y a toujours eu des rentrées scolaires. On observe également que ces rentrées scolaires n'ont pas été des rentrées intégrales parce qu'il y a des localités dans les 2 régions anglophones qui ont été attaquées par les islamistes et qui ne sont pas accessibles aux populations. Il y a eu un péril sur les infrastructures scolaires, qu'on soit dans le public ou bien dans le privé. Il y a eu un péril sur les ressources humaines même dans le cadre de l'enseignement parce qu'il y a certains enseignants qui malheureusement ont été tués et d'autres qui se sont déplacés et qui ne sont plus à l'ouvrage. Mais il y a également cette situation d'ordre public, de désordre public j'allais dire, qui fait que dans certaines localités du nord-ouest et du sud-ouest, il est quasiment impossible qu'il y ait rentrée scolaire dans ces lieux. Donc je pense qu'il est opportun, objectif de s'interroger si effectivement il y aura une rentrée scolaire intégrale ou alors est-ce qu'il y aura une rentrée scolaire dans les 2 régions anglophones? Je ne pense pas.
il y aura une rentrée scolaire officielle, mais elle ne sera pas intégrale parce que il y a un manque d'infrastructure, il y a une situation sociopolitique explosive et, comme pour faire plaisir à M. Ateba, il y a une ressource humaine insuffisante. Donc je pense que au final, les injonctions qui ont été données ou alors la rencontre qui a été impulsée par la ministre de l'Éducation de base devrait également être élargie au ministère des enseignements secondaires parce qu'il n'y a pas seulement l'éducation des bases, il y a également l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. Donc je pense que ce sont des mesures globales qui contribueront certainement à ce que la rentrée scolaire soit intégrale au-delà du plan d'urgence humanitaire qui concerne le volet enseignement qui devra être implémenté dans ces deux régions. Il faut une solution globale entre ces niveaux d'enseignement, enseignement de base, enseignement secondaire et enseignement supérieur, afin que on ressente un impact assez positif de la rentrée scolaire dans les deux régions qui sont aujourd'hui frappées par l'insécurité. Wilfried Kanga, rentrée scolaire nord-ouest, sud-ouest, Poteke, vous y croyez? Bon, j'y crois. La question est un peu, elle prête à la métaphysique. Il ne s'agit pas d'y croire ou pas. Il s'agit de voir si, au regard de ce que vous regardez, voilà. Oui, comme cela vient d'être dit, les deux précédentes rentrées ont eu lieu. Le problème n'est pas sur le fait qu'elles aient lieu ou pas. Elles auront lieu de toute façon. Le problème est sur la forme. Comment auront-elles lieu? Est-ce qu'on veut que la rentrée ait lieu pour qu'on dise après que bon, de toute façon, la scolarité a lieu dans les zones anglophones, ou alors est-ce qu'on veut qu'elle ait lieu dans les conditions que nous avons de ce côté du Mungo? Et là réside tout le problème. C'est dommage, malheureusement, c'est malheureux, l'éducation étant le pilier fondamental. On dit un enfant qu'on éduque est un homme qu'on gagne. Il est important justement que chaque enfant, où qu'il soit, d'autant plus que les plus petits d'entre nous sont les moins responsables de ce que nous appelons aujourd'hui la crise anglophone. Ils sont les premières victimes de ce que les adultes, entre guillemets, ont ourdi comme crise, et c'est dommage parce que voilà, c'est leur avenir, c'est leur enfance, c'est un pan de leur vie comme ça qui est hypothéqué et mis en péril. Il est donc fondamental déjà de régler ce problème à long terme. Alors est-ce qu'elle aura lieu? Oui, elle aura lieu. Est-ce qu'elle aura lieu dans des conditions normales, caricaturant de température et de pression? Malheureusement non, et c'est là où il faut apporter ce message-là à ceux qui se font, en tout cas à ceux qui ont conduit au fait que nous les appelions aujourd'hui sécessionnistes. Nous sommes dans une situation où pour qu'un État fonctionne, il dispose de ce qu'on appelle la violence légitime, mais en même temps nous sommes dans une situation où nous ne voulons pas perdre un seul de nos compatriotes. Malheureusement, à partir du moment où volontairement on met en péril les institutions d'un État, on tend la main à l'État, on lui donne l'autorisation de faire usage de la violence légitime qui à la fin ne profite à personne, parce que si vous brûlez des édifices publics, si vous brûlez des écoles, ça dit vous ne voulez pas que l'État fonctionne. Si vous en venez même à atteindre à la vie de ceux-là qui sont chargés d'éduquer les populations pour un Cameroun solide demain, d'éduquer la jeunesse qui va hériter de ce Cameroun demain, il est clair qu'à un moment donné vous acceptez vous attendez à la riposte, et si la riposte vient, si la riposte survient, voilà, il faut être prêt à y faire face. S'ils y font face, s'ils y arrivent, évidemment, ils auront atteint leur fin, peut-être la fameuse sécession qu'ils veulent. S'ils ne peuvent pas faire face à l'armée nationale, ils perdront, mais en fait c'est tout le Cameroun qui perdra, parce que ce sont des Camerounais qui auront perdu la vie face à d'autres Camerounais, ce que nous ne souhaitons pas. La même problématique que nous avons sur la fameuse tenue des élections, où des gens étaient contents de dire que voilà, les élections ne doivent pas se tenir parce que la situation est compliquée et parce que voilà, ça va encore s'envenimer. Si ça s'envenime, c'est contre-productif, parce que ceux-là qui veulent, qui réclament quelque chose au gouvernement, fustigent l'action du président actuel en disant la gestion du pays ne s'est pas passée comme il se devrait. Ils ont maintenant l'opportunité de le faire partir, et au lieu d'utiliser les voies régaliennes qui sont proposées, ils mettent encore, enfin ils créent encore les ingrédients, les conditions qui devraient y empêcher la tenue des élections et plutôt conduire à ce que le président reste plus longtemps, en tout cas se pérennise. Bref, c'est contre-productif puisque c'est à l'encontre de la volonté qui est la leur. Mais c'est dommage, en tout cas pour qu'un État fonctionne, il faut justement que les deux parties se parlent, en tout cas que du moins on parle aux deux parties. Et ça c'est ce qu'on peut dire à ceux-là, à cause de qui justement, dans ce contexte d'incendie des écoles et tout, la scolarité ne peut pas se dérouler dans des bonnes conditions, d'autant plus que certains enseignants, par crainte de la condition qui règne là-bas, ont dit qu'ils ne sont pas prêts à y aller. Maintenant sur le volet
sur le volet des recrutements, on va dire là, on braille un peu sur l'autre. Nous avons déjà... Et on continue de former, mais on ne recrute pas. Exactement, c'est-à-dire nous avons la pénurie d'enseignants en zone anglophone à cause de la crise, mais maintenant, même dans les zones où il n'y a pas de crise, à cause d'une mauvaise gestion, d'une mauvaise organisation, de mauvais recrutements et peut-être de mauvais concours, on ne recrute pas assez d'enseignants et on a mis des dispositions qui ne se justifient pas de manière très convaincante, la fameuse limite d'âge de 40 ans. Est-ce qu'à 41 ans, on n'est pas habilité à enseigner comme on le ferait la veille de son 41e anniversaire? Donc il faut surtout qu'on a eu le cas d'urgence. Il y a un âge limite pour entrer à la fonction publique. Hein. Oui, il y a un âge limite, mais maintenant, ils doivent utiliser des dérogations, d'autant plus que certains, justement, atteignent cet âge limite-là sans avoir exercé aussi longtemps qu'ils auraient dû le faire parce que ils auraient été appelés très tard, ils auront eu le statut de vacataire très longtemps, ils auront eu une situation fluctuante pendant une très longue période à cause de cette fameuse administration qui leur dit après, vous êtes trop vieux pour exercer. Donc, il faut qu'il y ait justement des dispositions comme ça. Au début, sur le volet exécutif, nous avions le fameux concept de grille à grille parce que la situation le permettait. Maintenant, il faut à présent que l'administration se pose la question quelle est l'alternative où les dégâts sont le plus grands? Ne pas du tout avoir d'enseignants pour les élèves ou repousser exceptionnellement la limite d'âge de 2, 3, 4 ans, le temps de former des enseignants supplémentaires. Voilà. Donc maintenant, en tout cas de mon point de vue, il est important qu'une population soit éduquée et la compétence d'un enseignant au matin de son 41e anniversaire est exactement la même qu'au soir de son 40e anniversaire. Et il est donc important que, voilà, quand un contexte survient comme celui-ci, on se dise priorité à l'éducation plutôt qu'à la pénurie parce que, pour une fois, et c'est chose curieuse pour le Cameroun qui ne respecte jamais les lois, mais pour une fois, on a voulu respecter les lois. Ok. Jean Sémé, je viens avec vous sur cette sortie. Bon, le président, on l'a vu dans le journal de Cédric Nouffelé, 660 millions pour lire l'image, le lobbying. Bien. Pourquoi faire appel aux étrangers alors que dans ses discours, il nous a souvent dit consommons camerounais. Tout à fait. Dans ce journal, il consomme étranger. Voilà, dans ce journal qu'on a suivi, Cédric Nouffelé qui le présentait nous a rappelé que l'information n'était pas encore officielle, mais qu'elle circulait déjà dans les réseaux sociaux. J'en ai eu vent également. Et lorsque je suis tombé sur... déjà, Patrick Chabal m'a souvent... Tout à fait. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau, effectivement. Mais lorsque je suis tombé sur cette information, d'abord, j'ai fait un constat. C'est que le président de la République s'est tourné cette fois-ci vers l'épée de l'oncle Sam pour les Américains. Tout à fait, pour cette campagne. Et certainement, ça ne fera pas de... Il y a une explication à cela? Certainement, il veut changer de fusil d'épaule. Il y a eu cette double expertise de la France avec monsieur Fuchs et madame Chabal, qui a été fructueuse, puisque à l'issue de ces deux campagnes, il a toujours gagné les élections. Mais maintenant, il veut peut-être... Pourquoi il change l'équipe qui peut-être maintenant, on a parlé de lobbying. Peut-être il veut essayer un autre lobbying. Oui. Et cette fois-ci, le lobbying américain a peut-être payé au détriment du lobbying français. Mais je suis très, très impressionné si l'information se confirme par le montant qui sera dépensé pour cette campagne. 660 millions de francs CFA à raison de 50 millions par mois. C'est énorme, c'est astronomique pour... quand même un pays qui est sous ajustement structurel et dont le président prône lui-même la rigueur dans les dépenses. Je ne parle pas des dépenses publiques, mais la rigueur dans les dépenses. Donc, il devrait servir d'exemple. Comme il devrait également servir d'exemple dans le consommant camerounais. Malheureusement, il a fait appel à l'expertise américaine. Bien, est-ce que, par ailleurs, en avait-il besoin? En avait-il besoin de dépenser autant pour polir son image? Parce qu'il a déjà les moyens financiers avec lui, il a les camarades avec lui, il a la Cour constitutionnelle avec lui, il a l'administration avec lui. Est-ce qu'il a besoin d'autant de millions à dépenser pour remporter ou alors polir son image dans ce type d'élection? Je ne pense pas. Il aurait pu dormir tranquillement en Vomeka, comme parfois il aime bien le faire, et gagner cette élection. Dépenser autant d'argent, bien sûr, bien sûr. Il a tout à fait le droit. Il a tout à fait le droit de se reposer. Vous trouvez le problème qui donne dans son village? Non, il en a parfaitement le droit. Comme maintenant il est en voyage en Suisse, il se repose tranquillement. Mais est-ce qu'il avait besoin de dépenser autant d'argent pour polir son image afin de gagner cette élection? Est-ce qu'il avait besoin de s'attacher à l'expertise américaine alors qu'on a des compétences locales, sachant que lui, personnellement, il prône le consommant camerounais? Mais ça, c'est un autre débat. J'espère qu'on rentrera à l'intérieur davantage. Camille Ateba, 660 millions, c'est énorme. Donc,
je mets encore des réserves sur cette information. Oui, si ça se confirme, bien oui. Je mets beaucoup de réserves. Mais déjà, il faut un tout petit peu commenter cette actualité. Qu'est-ce qui vous dérange? Le montant? Non, le problème, c'est cette Ou bien l'expertise expertise qu'on va chercher de l'autre côté. Voilà, mais il a Parce que souvent moi, fait pour les précédentes élections. Bon, du moins, ça Bon, mettons dans le montant de côté. L'expertise qu'on va chercher à l'étranger. Mais on a l'expertise ici, non? Bien sûr. Voilà. Bien Donc sûr. il y a un Je pense problème que- déjà. Bien sûr. Pourquoi ils consomment étranger au lieu de consommer camerounais? C'est ça ma question. C'est pourquoi il y a très souvent, à ma vision, dysfonctionnement parfois entre le discours du président et ses propres faits sur le terrain. Et très souvent, j'ai l'impression que soit il est mal entouré, comme on a l'habitude de le dire, soit lui-même semble aimer ce genre de situation qui peut créer la polémique, qui peut créer le sensationnel et amener les gens dans la diversion. C'est-à-dire que vous oubliez les problèmes de fond du pays, vous vous plongez uniquement sur cette information qui voudrait qu'il y a beaucoup d'argent injecté, Mais je dis que c'est pas pour quelqu'un qui demande à la jeunesse d'oser, et quelqu'un qui demande de consommer camerounais, quelqu'un qui se réjouit tout le temps de la résiliation de son peuple. On devrait tout de même, lorsqu'il y a des opportunités comme celle-là, reconnaître aussi cette valeur, ces valeurs-là qui naissent au quotidien chez nous. Ouais, tout le temps, monsieur Wilfried l'a dit tout à l'heure, oui. il y a des compétences qui naissent dans tous les domaines au Cameroun tous les jours. Pourquoi ne pas aussi expérimenter ça? C'est-à-dire que une expérimentation comme ça partant du président de la République serait un catalyseur pour impulser véritablement une dynamique dans ce secteur. Vous connaissez ce que la jeunesse produit actuellement en ce qui concerne le numérique. Vous savez les compétences que nous avons dans les domaines de l'audiovisuel. Vous savez, il y a des cabinets de lobbying qui naissent ça et là. Mais vous ne pouvez pas demander, encourager cette jeunesse, demander à cette jeunesse d'oser, et par la suite prendre des sous, ou alors convoquer une expertise internationale pour une situation même qui est déjà acquise longtemps en avance. Parce que comme le disait M. Semen, moi je ne vois pas la nécessité véritablement. Peut-être les uns me diront que je suis néophyte dans le domaine, mais de façon réelle, il n'y a pas de nécessité à dépenser autant d'argent et aller chercher une expertise américaine. Il n'y a pas de nécessité de faire du lobbying pour lire l'image, ou bien il n'y a pas de nécessité de dépenser autant d'argent? La télévision nationale, en fait, il y a suffisamment pour polir Ça l'image. suffit? Au niveau national, ça suffit. Les Américains, qu'est-ce qu'ils feront de... Bon, peut-être le lobbying, dans ce sens, a peut-être d'autres réalités que nous ignorons ici. Mais si ce n'est que pour la pollution de l'image du président de la République, même ses ministres le font chaque jour. Quand ils le disent comme le veut le président de la République, comme le demande le président de la République, sous le haut parrainage du chef de l'État, sous le haut patronage du chef de l'État, on est déjà en train de peindre en ce chef d'État une image d'ange. Et lui-même, il le sait. Donc, véritablement, si lobbying il y a, si consultation de l'expertise américaine il y a, si 600 millions il y a à dépenser, je puis dire ici que il puisse avoir anguille sur roche. C'est-à-dire qu'il y a d'autres réalités que nous autres, de façon cavalière, nous ne pouvons pas maîtriser. Mais comme c'est des hommes politiques qui connaissent beaucoup de choses, qui connaissent les enjeux de X ou Y activité, nous avons la faiblesse de penser que au-delà de cette simple image qu'on veut polir, qui est même déjà polie depuis longtemps, il doit y avoir autre chose en dessous. Wilfried Kanga, vous êtes aussi, vous pensez qu'il ne fallait pas aller chercher l'expertise de l'autre côté? Il y a sûrement l'expertise au Cameroun? Il fallait pas, disons que mieux aurait fallu, il aurait mieux fallu qu'il le fasse quand même à l'intérieur du Cameroun, parce que le président, en tant que plus haute autorité de l'État, est chargé de montrer l'exemple. Quand on dit consommons camerounais, il faut prouver qu'on est prêt à consommer camerounais soi-même. Hier, on prenait l'exemple des chefs d'État qui voyagent, les chefs d'État des autres pays voyagent énormément à travers leur pays, et donc ils ont la légitimité de dire à leur population, nous avons un très beau pays, visiter le pays, voyager à l'intérieur du pays. Ce serait une incongruité pour un champion de dire à ses compatriotes
voyagez à l'intérieur du pays, le pays est beau, ou alors faites-vous soigner dans les hôpitaux du pays, ils sont très compétents. Si lui-même, il n'obéit pas à cette règle. Donc, dans le fameux Made in Cameroon, dans le fameux, dans le fameux... Consommons camerounais. Oui, exactement, dans le fameux consommons camerounais, il faut, de manière pragmatique, de manière concrète, le faire soi-même. Nous avons malheureusement... Ou bien il avait limité ça à certaines choses. On veut comprendre, c'était quoi? Disons que c'est un, je ne le pense pas, disons que c'est un problème camerounais de manière générale. Oui. On va peut-être dire, comme l'exemple venant d'en haut, les populations, en tout cas le Camerounais de la rue, a commencé à se comporter comme son président. Dans toutes les instances administratives, vous allez voir que nous privilégions toujours l'extérieur. Même dans les plus basses sphères de la vie, nous donnons plus de privilèges, plus d'avantages à celui que nous appelons le blanc au détriment de nous-mêmes. Nous avons eu dans notre cursus académique, on nous a parlé d'un écrivain français très célèbre, François-Marie Arouet, alias Voltaire, qui dans les années 1730 a écrit un livre intitulé Traité de métaphysique, où il disait de manière crue, les blancs sont supérieurs aux noirs comme les noirs le sont aux singes et les singes le sont aux huîtres. Il semblerait que le noir a fini par s'accommoder à cette version des faits et par accepter la situation telle qu'elle est. C'est pour ça que pour les entraîneurs, de Otto Pfister à Wilfried Schaeffer en passant par Denis Lavin, Arthur Georges, etc., on a toujours eu, la plupart du temps, dans 90% des cas, des entraîneurs étrangers. Vous avez vu le petit rapport, vous avez mis le petit reportage sur l'éducation sportive. Le directeur de l'ANAFoot. Ouais, c'était encore des Européens. Vous avez les noms des rues. Il y a Douala. Nous faisons la guerre parce que nous ne voulons pas Omniobey en centre-ville, mais nous acceptons volontiers la statue de Leclerc. Nous causons même des problèmes à ceux qui la démantèlent. Nous avons développé cet amour-là de l'autre, de celui-là qui nous a fait du mal, de celui-là qui n'est pas nous, au détriment de nous-mêmes, et ça se répercute aussi sur les actions du président. Maintenant, pour les faits, de manière technique, en économie, il y a un principe, en économie de marché, il y a un mécanisme qu'on appelle la balance commerciale. Et souvent, on dit elle est soit excédentaire, soit déficit. Oui, ce sont des gros mots qui, en fait, sont très simples. Ça veut dire déficitaire signifie vous dépensez plus que vous n'achetiez. Oui. Et parfois, quand vous êtes au mur, on est obligé de vous prendre un terrain, une mine de pétrole, une mine de diamants, un puits de pétrole, une mine de diamants, océan de choses. Mais c'est encore compréhensible quand vous avez des problèmes de structuration de votre économie. Ça devient vraiment problématique lorsque volontairement vous faites des dépenses supplémentaires pas forcément importantes. Et là, le Cameroun, il dépense beaucoup. C'est un pays qui a besoin d'argent, mais qui dépense énormément d'argent sur les choses dont il n'a pas forcément besoin. Outre les délégations pléthoriques que nous mettons sur pied lorsque nous avons des voyages internationaux, nous avons la polémique autour de la nouvelle voiture du président qui avait aussi coûté énormément d'argent. Nous avons la problématique de l'utilité concrète, par exemple, du Sénat. Nous avons maintenant cet élément-là qui n'est certes pas confirmé, mais qui, en tout cas, épouserait sans surprise ce que nous observons de manière générale, ces dépenses-là, entre guillemets, farfelues. Et donc, on peut se poser la question, pourquoi? Et on a encore l'exemple du fameux contrat de gré à gré pour établir une cohésion entre ce que nous disons en fin d'émission et ce que nous avons dit au début. Voilà, nous perdons énormément d'argent sur des choses où il faut se poser la question, est-ce que cet argent n'aurait pas eu une meilleure utilité ailleurs? Et justement, ça a été évoqué. Est-ce qu'il y a nécessité pour le président d'essayer encore de redorer son image, tant il est vrai que le ministre de la Communication l'avait comparé au soleil il y a quelque temps, en disant qu'il dispose, de ce fameux don d'omniprésence, ou même quand il est là, sa présence se ressent d'une certaine façon. En tout cas, il a déjà cette image-là, et je pense que la majorité des Camerounais, pour l'instant du moins, l'élection nous dira si c'est le contraire, mais pour l'instant, la majorité des Camerounais pensent en bien de lui, donc ce n'était pas vraiment nécessaire d'avoir recours déjà à des acteurs étrangers, qui plus est en mobilisant des fonds aussi colossaux qui auraient pu mieux servir ailleurs. Ok. Jean Sémé, pour sortir, nous sommes arrivés au terme. Bien, je continue de penser qu'il y a une expertise locale qui aurait pu faire ce travail, parce que ce sont quand même des techniciens, des experts qui sont partis à l'école occidentale et ils ont acquis des techniques appropriées pour soutenir le candidat Paul Biya dans sa campagne. Pourquoi n'avons-nous pas capitalisé cette expertise et consommer local? Mais du reste, M. Biya est libre de choisir qui il veut pour sa campagne électorale, fût-il à coût de plusieurs centaines de millions de francs CFA, et à condition qu'il gagne ces élections. On espère tout simplement que les autres candidats qui sont les challengers de M. Biya vont s'arracher l'expertise locale afin de faire un peu différemment, et pourquoi pas s'attirer la sympathie de l'électorat
Voilà. Et voilà. Donc ça peut se jouer sur ces détails-là? Oui, ça va se jouer, ça peut se jouer sur ces détails parce que ce sera un bon point déjà marqué par les challengers de M. Biya, mais tout le monde sait que le RDPC et son candidat, c'est un rouleau compresseur. Mais il serait quand même profitable pour les autres candidats de tenter le coup de l'expertise locale dans le cadre de cette campagne électorale qui s'annonce. Merci Josemé. Camille Ateba, le mot de la fin? Merci de m'avoir convié et j'espère que, vu que nous nouons des nouvelles relations, vous m'inviterez très souvent. Encore merci. Merci. Wilfried Ekanga, au mot de la fin. Le Cameroun a beaucoup de problèmes et aussi longtemps que nous laisserons les autres les résoudre à notre place, nous tournerons en spirale. Ok. Madame, Monsieur, c'est ici que s'achève cet autre numéro de Equinox Soir. Merci à toute l'équipe qui nous a aidés à aller jusqu'à la fin de ce programme. Rediffusion Equinox Soir, 23h GMT. Il sera minuit à Bapouaki. Boapaki. Nous sommes dans le département du Mungo. Tout de suite après, Madame, Monsieur, Regard social avec Flavien Valondongo. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous